Bonjour. Alors, du coup, je vous redis bonjour à ceux qui sont présents, mais c'est pour redire bonjour à ceux qui nous rejoignent également en ligne. Bienvenue du coup pour cette édition qui, je pense, va vous intéresser, là, cette conférence, puisque on va parler d'acquisition, de coûts d'acquisition. Je pense que on va tous être d'accord pour dire que dernièrement, bon, ça a un petit peu augmenté, hein. Donc forcément, on commence à rationaliser, à essayer de penser à comment optimiser au mieux ces coûts. Et c'est là où on a de la chance aujourd'hui, puisqu'on est avec Danilo Duchesnay. Salut Danilo, qui au quotidien, vous faites des expériences, en fait, vous faites des tentatives, des tests pour optimiser, quoi. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir assister du coup à t'as plein de slides, tu me disais, J'ai visuels. plus de 60 slides. J'ai plus de 60 slides. Donc là, on a ce qu'il faut pour se faire une idée, imager. Donc si jamais vous voulez interagir à n'importe quel moment, vous pouvez avec Danilo. Et pareil en ligne, hein, j'ai l'œil sur le chat, donc ne vous privez pas si vous êtes chez vous ou au bureau à interagir, puisque pour cet événement connecté, eh bien, on est connecté avec vous. J'ai fait le tour, c'est bon, on va pouvoir te laisser la main. On a hâte de voir ce que tu as à nous dire. C'est bon pour moi. Merci beaucoup pour la présentation. Qui fait de l'acquisition en ligne ici? Ok. Donc si vous en faites déjà, c'est que vous êtes, je suppose, familier avec les termes, enfin tous les termes qu'on a dans Facebook Ads, Instagram. Ok. Parce que je vous le dis déjà, cette conférence risque d'être un peu technique, puisqu'on va parler de testing sur Facebook Ads. Donc on va parler d'audience, de créa, de campagne de test, de gestion des budgets. Donc j'espère que je perdrai personne. Donc pour ceux qui sont un peu moins familiers avec tout ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, ou en tout cas à lever la main pour que je puisse répondre à vos questions. Donc en effet, comme tu le disais, les coûts d'acquisition ont eu tendance à pas mal augmenter depuis 2021, je pense, avec d'un côté le déconfinement et le fait que simplement les gens étaient moins intéressés d'acheter en ligne que lors du confinement. Et même lors du confinement, il y avait moins de concurrence avec les annonceurs, parce que bien sûr, beaucoup d'NVB se sont développés, mais pour autant, les gros annonceurs ont baissé leur budget. Et puis après, iOS 14, la mise à jour d'iOS 14 d'Apple est arrivée, et elle a causé pas mal de soucis de tracking, ce qui fait que naturellement les coûts d'acquisition ont augmenté, puisque les annonceurs pouvaient beaucoup moins avoir de visibilité par rapport aux personnes qui vont convertir sur un site suite à un clic ou une vue sur une publicité. Donc concrètement, tout ça, tout ce que je viens de raconter ici, a fait que les coûts d'acquisition ont pas mal augmenté pour pas mal de marques. C'est inquiétant, c'est embêtant. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous en parler parce que j'ai fondé une agence qui s'appelle DHS Digital, et on aide des marques DNVB, Direct to Consumer, dans leur acquisition en ligne. Donc on voit ça quotidiennement, et c'est vrai qu'en 2021, on s'est quand même pas mal inquiété en voyant pour quasiment tous nos clients les ROS qui diminuent, les coûts d'acquisition qui augmentent, donc ça a créé des soucis, on devait se remettre en question, et ça a aussi mené à pas mal de réflexions en interne qui a fait qu'on a commencé à développer, je ne vais pas dire des nouvelles pratiques, mais en tout cas qu'on a challengé un peu les bonnes pratiques de Meta, de Facebook, notamment celle du Power 5. Ce qui explique ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais vous parler de 6 tests Facebook Ads qui peuvent vous aider à optimiser vos CPA. Me connaissant, je ne sais pas si je pourrai arriver au bout de cette conférence, qui a beaucoup de slides, donc on verra si on peut tous les faire. Et ensuite, après ça, si on a encore un peu de temps, je vous raconterai comment faire une campagne de test si vous voulez reproduire certains des tests que je vais présenter. Et puis après, bien sûr, on terminera par les questions-réponses. De mon côté, donc, je ne me suis pas totalement présenté, donc je m'appelle Danilo Duchesne, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital. Ça fait un peu plus de 4 ans que je fais des Facebook Ads. J'en ai fait 1 an en tant que consultant spécialisé dans les Facebook et Instagram Ads. Et ensuite, j'ai lancé mon agence de publicité, d'abord spécialisé en Facebook Ads, et ensuite on s'est un peu, pas globalisé, comme on dit ça encore, élargi aux social ads. Mais on reste toujours expert des Facebook et Instagram Ads. On a également internalisé la création des contenus pour nos clients, parce que ça aussi, à partir de 2020-2021, tout doucement, on remarquait que pour performer sur ces plateformes, on a besoin de contenus de qualité, mais très variés, et donc pas juste un seul contenu qui montre juste le produit. Ça, malheureusement, les gens sont déjà un peu habitués à tout ça, donc ils sont moins... comment on dit ça, sont moins à l'aise avec ces contenus-là, ça attire un peu moins leur attention. Donc il faut un peu innover niveau contenu, ce qui fait qu'on a intégré ce pôle créa. Rapidement, donc en chiffres, on dépense 3 millions par an sur Facebook Ads. On a généré pour nos clients plus de 16 millions d'euros de CA, et on a produit surtout pas mal de contenu. Donc on a aujourd'hui produit cette année, rien que sur cette année, plus de 1000 contenus pour nos clients, qui peuvent être des images, des vidéos, des carousels. Et on a accompagné plus de 60 marques. Donc on a quand même pas mal d'expérience sur plusieurs secteurs et avec différentes tailles d'entreprises. Et quand je dis qu'on a accompagné des marques, c'est pas juste 1 mois, c'est au moins 3 mois.
quelques-unes des marques qu'on a accompagnées donc dans Direct to Consumer. Donc on a par exemple Nubiance dans les cosmétiques, SoCup dans la lingerie menstruelle, Chanty Biscuit dans l'agroalimentaire, NutriPure dans les compléments alimentaires, Bobby's Paris dans la mode, Inu Edition dans la mode, Bloon dans la décoration intérieure et en fait c'est des sièges ballons, et Cosme depuis quelques mois dans tout ce qui est literie. Voilà, donc je vais pouvoir passer au test maintenant que j'ai contextualisé un peu tout ça. Et le premier test que je vais vous partager, c'est le test de la campagne Stories Only. Donc si vous suivez un peu les recommandations de Facebook, vous savez que Facebook conseille de lancer des campagnes avec les placements automatiques. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais on a constaté pour certains annonceurs, notamment dans le prêt-à-porter, où justement le produit est très visuel, que le format Stories, qui est plus immersif, a tendance à bien fonctionner. Malheureusement, Facebook en fait ne va pas forcément plus pousser ce format-là parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui sont dans les Stories que dans le feed d'actualité. Donc on s'est dit pourquoi pas isoler le format Stories dans une campagne séparée afin de mettre vraiment un budget bien spécifique aux Stories pour ce client. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, en quelques mots, je vous explique. On a juste créé une campagne, on a sélectionné le placement Story et ensuite, on a démarré avec un investissement de 5 fois le CPA pour qu'on puisse vraiment rapidement sortir de la phase d'apprentissage. Niveau résultats, donc je vous partage déjà les résultats. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Donc évidemment, ça a très bien fonctionné. Ça a été plus qu'un test parce que c'est devenu une campagne récurrente pour ce client dans le prêt-à-porter. Vous voyez par exemple ici que pour la cible femme, on a eu un CPA de 16 € et 18 000 € de dépenses. Pour la cible homme, on a eu un CPA de 37 € et 9 000 € de dépenses. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est les diminutions. Donc on a diminué le CPA de 30% par rapport aux campagnes qui était tout placement confondu, et de 24% pour les hommes par rapport aux campagnes tout placement confondu. Vous avez le slide ici si vous souhaitez voir les CPA des campagnes fil. Vous voyez ici qu'ils sont quand même plus élevés pour les deux cibles. On a fait pareil pour un annonceur dans la lingerie menstruelle. Donc, vous voyez ici qu'on a deux campagnes, la campagne culotte et la campagne stories. Et vous voyez que les CPA en stories sont quand même beaucoup plus bas. Ils sont à 15 $ si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils sont 31% plus bas que dans le feed d'actualité. Donc, finalement, quelque chose que Facebook ne recommande pas, ça fonctionne. Ne recommande pas parce qu'ils aiment bien dire que si vous mettez les placements automatiques, lui-même va décider de où diffuser votre publicité. Et si vous faites vous-même plusieurs campagnes qui vont cibler différents placements, vous allez vous mettre en concurrence, ce qui est en partie vrai, mais ce n'est pas pour autant que vos coûts d'acquisition vont exploser. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et depuis, c'est devenu, je le dis justement ici, un peu dans les apprentissages, une campagne qu'on utilise régulièrement quand on veut scaler un compte ou quand on sent qu'il y a un potentiel en stories, on va clairement créer une campagne stories pour le client pour qui on sent qu'il y a un potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les meilleurs créas du compte et on les décline en stories. Et puis après, on en crée une campagne pour les stories. Voilà. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais. Les réels, c'est justement, on se pose la question de tester juste une campagne avec uniquement le placement réel. Mais on ne sait pas si ça va marcher ou pas et on n'a pas beaucoup de clients qui ont vraiment un contenu adapté au réel. On y a pensé. Ça fait partie de la roadmap pour les prochains tests. Oui. Voilà. En gros, ma question là-dessus, c'est que ton CPA sur les placements story seulement, ils sont plus bas parce que le taux de conversion est meilleur ou est-ce que parce que le CPC est plus bas? C'est une très bonne question. En fait, je ne l'ai pas mis dans les slides ici, mais en réalité, pour cet annonceur-là, les CPM étaient méga bas pour les stories, soit 2-3 €. Bon, après, c'est un annonceur, ils ont de la chance, ils ont entre 4 et 5 € de CPM en moyenne. Et là, sur le coup, ils étaient à 2 ou 3 €. Ce test-là, il date de fin 2021, pour te dire. Mais est-ce que tu as remarqué que sur les stories, les CTR sont plus bas que sur un autre placement? Les CPA ou les CTR? Les CTR, pardon. Les CTR, ils sont méga bas en story. Ils sont toujours plus bas. Et du coup, tu avais un CPC qui était plus bas que sur d'autres placements? Il était quand même plus bas, je pense. Il faudrait que je regarde exactement, mais je pense qu'il était plus bas, je suis quasiment certain. Si tu veux, après, je peux regarder et te dire. Moi, c'est ce que je voyais aussi, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en story, le taux de conversion est meilleur. Voilà, et ça, c'est ce que j'allais dire aussi, je ne l'ai pas mis dans les apprentissages, mais pour moi, il faut utiliser placement stories quand on a un bon taux de conversion sur mobile. Parce que si ça ne marche pas très bien sur mobile, comme c'est un format très très mobile, malheureusement, si ça ne convertit pas bien sur mobile, c'est compliqué. Ok, cool. Et deuxième question, est-ce que tu as remarqué que certaines typologies de créa marchaient mieux en story? Les vidéos.
Clairement, les vidéos, Ah ouais. pour le client, les deux clients, je vais te dire, hein, pour celui dans le prêt-à-porter, les vidéos très immersives de type lifestyle où tu vois la chaussure dans tous les sens, ça marche plutôt bien. Et pour l'annonceur ici dans la lingerie menstruelle, je disais ici qu'on avait testé différents types de créa. Donc lifestyle d'un côté, éducative parce que c'est un produit justement où tu as besoin de voir plusieurs slides pour le comprendre. Et aussi sondage, un truc tout bête, mais en fait on avait testé pour ce client-là une sorte de... Comme si c'était un sondage organique avec... quel culotte tu préfères. Et donc on montrait 2 modèles et ça marchait super bien. Donc nous c'est ce qu'on a testé en tout cas pour ces clients-là. Et je réfléchis, les UGC ça marche bien aussi, mais c'est normal parce que c'est un format qui va très bien avec le fait de raconter une histoire et de rendre les gens en immersion. Donc voilà. Merci beaucoup. Super, merci pour tes questions. Alors, deuxième test, j'espère qu'il vous plaira. Celui-là, il est très récent, on l'a fait le mois dernier, enfin fin du mois dernier, et il continue encore aujourd'hui. Donc on a un client qui s'appelle Blonde Paris, donc ça je peux en parler. Ils ont 2 fondateurs et ils ont enregistré 2 vidéos des fondateurs qui tous les 2 en fait ont parlé de la marque. Donc ils ont dit voilà quand on a créé la marque, pourquoi, quelle est notre vision, quel est notre produit, quelles ont été les difficultés pour créer ce produit. Donc chacun des fondateurs a parlé de la marque individuellement. Premier fondateur, donc Raphaël, vidéo qui dure 2 minutes 47. Donc il nous envoie la vidéo, on fait un petit traitement pour que la vidéo passe bien dans le flux d'actualité. Et deuxième fondateur, Kevin, donc c'est une vidéo d'1 minute 11 et il répond exactement aux mêmes questions avec lui-même sa propre expérience et son expertise. Donc comme je vous disais, pour les 2 vidéos, on a appliqué plus ou moins le même traitement. Donc on a mis des sous-titrages, des chapitrages pour rendre la vidéo plus simple à consommer. On a ajouté des images et des transitions pour conserver l'attention de l'utilisateur. Je vous montrerai après des exemples. Et après, au niveau de la méthodologie, nous, ce qu'on voulait faire, c'était non seulement de tester lequel des 2 fondateurs permet d'acquérir, de générer des CPA qui sont le plus bas possible, mais aussi de voir si ce format de Founders Interview fonctionne bien pour diminuer nos CPA en acquisition, parce que c'est un format qu'on n'avait jamais testé auparavant. Donc on avait vraiment un double objectif, je pourrais même dire un triple objectif, parce que ce qu'on a voulu faire également, c'est de voir si une version raccourcie de la vidéo fonctionne mieux. Et donc pour les 2 fondateurs, comme je vous disais, on a fait un traitement des 2 vidéos qu'ils nous ont envoyées et on les a également raccourcis pour garder vraiment la partie où ils vont uniquement parler de la marque et du produit, mais pas forcément de tout ce qu'il y a ensuite. Okay, je vais vous montrer vraiment un exemple pour Kevin, donc, comme c'est la vidéo la moins longue. Donc, je vais vous montrer la vidéo d'1 minute 11. J'espère que ça va pas être trop fort. Est-ce qu'on entend ? Bon, on n'entend pas, mais il y a les sous-titres. Ok. C'est vraiment chiant qu'on n'entende pas, mais c'est pas grave. Voilà, traitement assez simple. Et voilà, comme là, vous voyez, il explique un peu le produit, comment il fonctionne. Là, nous-mêmes, on a ajouté des détails. Donc, à quoi sert le produit, quels sont les bénéfices. Lui, ensuite, il parle des entreprises, parce qu'ils accompagnent également les entreprises. Voilà, ça c'est la version plus longue de Kevin. Je ne vais pas montrer celle de Raphaël parce qu'elle est beaucoup plus longue, elle dure 3 minutes. Et la version raccourcie, en fait, elle dure, je pense, 20 secondes, un truc comme ça. Donc, vous allez voir si vous avez regardé. Donc là, on parle du bénéfice simplement, du bénéfice du siège. Voilà. Donc ça, c'est les 2 vidéos. Et donc, on a fait exactement la même chose pour Raphaël. Et on a voulu tester ces fameuses vidéos. Mais on ne voulait pas le faire n'importe comment. Parce qu'en fait, quand on lance des contenus dans une campagne sur Facebook, malheureusement, Facebook va toujours avoir sa préférence et en mettre une en avant plus que les autres. Donc, on voulait quand même vraiment tester et savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre vidéos longues et courtes et lequel des 2 fondateurs allait vraiment permettre d'attirer le plus l'attention et de générer les meilleurs CPA. Donc ce qu'on a fait, et c'est ça qui est vraiment important pour vous si vous écoutez, c'est qu'on a créé une campagne de test, donc qui est vraiment séparée de nos autres campagnes d'acquisition en fil rouge pour tester ces vidéos. Donc la structure très simple, on avait 2 audiences, donc une par fondateur. Ce sont des audiences qui sont larges parce qu'on veut vraiment toucher un public
important parce que le siège peut potentiellement intéresser tout le monde. On a mis le même budget pour chaque audience. On a testé la version courte et longue dans chaque audience pour chaque fondateur et on avait le même texte publicitaire. Donc niveau de la structure, ça ressemble vraiment à ça. Donc on a juste 2 ensembles de publicités et dans chacun des ensembles, on avait les 2 formats long et raccourci. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur le coup, Raphaël, donc la vidéo de Raphaël, s'est plutôt bien démarquée par rapport à celle de Kevin, avec un CPA à 40 €, alors que Kevin était à 84. Il faut savoir que pour ce client, les CPA sont entre 60 et 70 € en acquisition. Donc on était déjà content de voir qu'il y avait des résultats sur ces vidéos-là, parce qu'on a quand même des CPA, je pense, 30-35% inférieurs à ce qu'on a habituellement. Après, on a un peu creusé, donc on voulait voir évidemment quel est le format qui fonctionne le mieux entre long et court pour chacun des fondateurs. Et donc on a constaté que pour Raphaël, le format court a gagné. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu plus de dépenses, donc 230 € de dépenses pour le format court et 132 € de dépenses pour le format long. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas encore significatif, donc on attend encore de laisser tourner le truc pendant quelques jours, voire même quelques semaines, parce que les budgets sont pas très élevés, et de voir vraiment si, sur le long terme, est-ce que tout ça se confirme. Mais en tout cas, visiblement pour Raphaël, une vidéo raccourcie d'1 minute a mieux fonctionné. Pour Kevin, ça n'a pas très bien fonctionné, comme vous l'avez vu, avec les CPA à plus de 80 €. Par contre, quand on regarde le détail, on voit qu'il y a une des vidéos qui n'a pas du tout fonctionné, donc le format très court, où on mettait juste en avant le bénéfice du produit, mais on n'était pas forcément dans la genèse de la marque et pourquoi il l'a créé. Donc ça, on l'avait enlevé du format court, et on voit que malgré ça, on voit que les CPA n'ont pas du tout été bons quand on a utilisé ce format plus court. Par contre, en format long d'1 minute, et là, encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que Facebook conseille souvent de faire des vidéos très courtes, etc. Mais ce n'est pas forcément une vérité absolue. Mais on voit justement que dans le format d'1 minute pour Kevin, ça a mieux fonctionné avec des CPA à 50 €, donc qui est déjà inférieur à ce qu'on vise habituellement en acquisition. Voilà, et donc j'allais juste vous dire, au niveau des apprentissages, on n'a pas vraiment eu d'apprentissage sur la longueur de la vidéo, parce que comme on le voit chez Kevin, c'est le long qui marche, chez Raphaël, c'est le court qui marche, mais on voit quand même que pour les Founders Interview, une vidéo qui est trop courte n'est pas assez impactante. Et c'est vrai que ça, pour moi, à l'avoir observé chez d'autres marques, souvent je vois des Founders Interview qui sont très longues, des formats bruts, des formats où le fondateur a été interviewé, et ça dure souvent plus d'1 minute. Donc là, sur le coup, ça ne m'a pas trop surpris. Par contre, à l'inverse, une vidéo trop longue ne constitue pas forcément un problème pour la performance de la créa. Parce qu'on a vu que la vidéo de Raphaël, qui durait, je pense, quasiment 3 minutes, elle avait un CPA, je pense, à 42-43 €. Donc ça reste encore très correct. On a remarqué aussi que l'un des 2 cofondateurs a plutôt généré de l'intérêt, non seulement au niveau des ventes, mais des clics. Donc avec un CTR 2 fois plus élevé par rapport à l'autre, donc Raphaël. Donc à la fois, il a des meilleurs CPA, mais les taux de clics étaient 2 fois supérieurs. Et selon nous, ça peut s'expliquer par le fait qu'il a plus personnifié la marque ces dernières années, parce que la marque existe depuis, je pense, 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a toujours été lui qui était présent dans les salons, qui était présent en ligne, qui est présent sur le site. En tout cas, plus que Kevin, je pense. Et donc, on se dit que peut-être que ça a influencé la performance des créas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais. Pardon? Ouais. Non, j'allais en parler, on l'utilise pas celle-là. On l'utilise pas tellement. Je pense qu'elle est bien quand tu as des plus gros budgets, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que ça dilue vraiment ton budget. Donc, on a souvent des budgets séparés et on les met dans une campagne. Et on se dit, OK, cette campagne-là, ça va représenter 10% de notre budget total. Et on fait ce qu'on veut dedans. Généralement, on aime bien garder une seule audience pour éviter de se faire en concurrence entre nous-mêmes. Là, c'était un peu spécial parce qu'on voulait vraiment tester. C'est même moi qui ai donné la direction pour qu'on teste les 2 vidéos séparément pour chaque fondateur. Mais en réalité, si on avait voulu, on aurait juste mis une seule audience. On aurait, je pense, avec le budget qu'on n'avait pas vraiment impacté négativement les autres campagnes avec le chevauchement. Et on aurait testé les 4 vidéos. Mais pour moi, c'était un peu trop... c'était pas assez intéressant, je trouve, pour les résultats qu'on allait pouvoir partager. Voilà. Mais la fonctionnalité A/B test, moi je te la recommande pas trop. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Ouais, je te le dis. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant que je passe à la campagne numéro 3, qui est une campagne de promotion. Donc la campagne de promotion, donc c'est aussi une campagne qu'on a vraiment découverte cette année, c'est-à-dire que maintenant on systématise sur quasiment tous nos comptes. C'est-à-dire qu'auparavant, dès qu'un client lançait une promotion, vous le savez, tous les mois de l'année, on peut potentiellement faire des pourcentages, offrir des produits à l'achat de certains produits. Et ce qu'on faisait habituellement, c'est que généralement, on intégrait les visuels qui mettaient en avant la promotion dans nos campagnes fil rouge. Parce qu'on se disait, voilà, il y a déjà de l'apprentissage, ces campagnes tournent bien, donc on a juste à couper les pubs qui existent déjà et mettre en avant les nouvelles publicités avec une promotion. Sauf qu'on a parfois des clients qui sont plus compliqués que ça et qui ont besoin d'allouer un budget bien précis sur la promotion, mais qui veulent quand même que le fil rouge continue à tourner pour ne pas impacter l'apprentissage des autres campagnes.
Nous, au départ, on était un peu embêtés parce qu'on disait aux clients, bah, écoute, c'est pas l'idéal de créer une nouvelle campagne pour une promotion, rien que pour ça, parce que il faut qu'il y ait de l'apprentissage, on risque d'avoir du chevauchement avec les autres campagnes qui tournent. Donc, on se battait un peu pour voir la meilleure solution. Et finalement, on s'est mis d'accord de créer quand même une campagne de promotion, d'y allouer un budget qui ne serait pas forcément le plus important au départ, et ensuite de tester séparément cette promotion des campagnes d'acquisition fil rouge. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Ok. Et donc voilà, pour le client en question, on avait plusieurs campagnes d'acquisition pour chaque gamme de produits. Une autre découverte dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui, mais on avait une campagne pour la santé, pour la muscu, pour l'alimentation. Et comme je vous le disais, en publicité, soit on lance les promos dans les campagnes fil rouge, ou soit on les lance à part, ce qu'on a fait. Donc rapidement les avantages et désavantages d'une campagne séparée. Les avantages de la campagne séparée, c'est qu'on peut vraiment allouer un budget bien précis à la promo et être sûr que Facebook dépense ce budget sur la promotion. Et en plus de ça, on évite de perturber l'apprentissage de nos campagnes fil rouge. Donc en gros, on évite de nous-mêmes peut-être comment on dit ça encore, pas se cannibaliser, mais en tout cas s'auto-créer des problèmes, parce que généralement les campagnes qui tournent bien en acquisition, il ne faut pas trop y toucher. Juste couper un visuel, en rajouter un nouveau, et ainsi de suite. Par contre, les désavantages d'avoir une campagne séparée, c'est qu'on va peut-être repartir de zéro au niveau de l'apprentissage, enfin c'est pas peut-être, c'est très sûrement, et il y aura des chevauchements avec d'autres audiences sur le compte, ce qui peut faire augmenter les CPA. C'est la théorie, je dis bien, c'est pas toujours le cas. Donc méthodologie, donc je vous montre une capture d'écran du client en question avec toutes les campagnes d'acquisition qu'il y a, donc il y en a quand même pas mal. Et donc on a fait la campagne séparée. La campagne séparée avait son propre budget, donc c'était 100 € par jour, et on a ciblé des audiences pertinentes par rapport à la promo. J'ai oublié de le préciser, mais la promo, en gros, c'était une promotion sur un produit offert à l'achat de certains packs sur le site. Donc si vous achetez un pack qui coûtait un peu plus cher, évidemment, eh bien vous avez un produit offert. Donc c'était une très bonne offre, qui était en tout cas le genre d'offre qui peut attirer beaucoup de clients, parce que le produit offert en question, c'était des probiotiques, et donc ça a attiré, à mon avis, une belle audience. Et donc on a intégré ces visuels de promo dans la nouvelle campagne, et on a ciblé des audiences pertinentes par rapport au produit qui est offert, donc les probiotiques. Donc voilà. Et au niveau de la structure, c'est très simple. On avait une campagne avec deux audiences par intérêt, un pour les probiotiques, un pour les vitamines, et on avait pour chacun des intérêts, plusieurs publicités qui mettaient en avant la promotion dans l'image et dans le texte. Okay, et là, on a eu des très bons résultats, on a été très contents, et depuis, ça reste vraiment une campagne qu'on va systématiquement lancer pour chaque client qui fait une promotion spéciale, c'est d'avoir une campagne séparée sur le compte. Et donc on a une campagne de promo qui a donné des résultats assez intéressants. Donc, on a eu des CPA qui étaient inférieurs à 10 € en acquisition, en sachant qu'on vise 20 €. Donc vous voyez que les autres campagnes, on avait des CPA à 17 €, 30 €, 40 €. Alors ça reste entre nous, mais il y a des problèmes de pixels sur ce compte, donc on sait très bien que les campagnes d'acquisition étaient un tout petit peu impactées et que ce n'est pas exactement la réalité. Après, ce que j'allais vous dire, c'est que certaines personnes pourraient me dire, oui, mais peut-être que la campagne de promotion a fait augmenter les CPA des autres campagnes d'acquisition qui tournaient, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez bien à l'écran, vous voyez ici 40, 30, 17. J'ai repris le compte, donc 2 semaines avant le lancement de la campagne promo, les CPA étaient quasiment identiques. Donc déjà, la promotion n'a pas vraiment impacté négativement les campagnes d'acquisition, mais même pas positivement. Donc en fait, c'est la campagne de promotion qui a très bien marché. Et quand on a vu qu'elle fonctionnait très bien, on a augmenté le budget au fur et à mesure. Et on a dépensé 2000 € en 2 semaines sur une campagne toute nouvelle, quoi. Donc on était assez contents. Et voilà. Donc juste pour vous dire que la campagne de promo, c'est un indispensable pour nous aujourd'hui, parce qu'on considère que quand il y a une promotion spéciale sur un des produits de la gamme, qui peut être une gamme étendue avec des dizaines de produits, il vaut mieux en faire une campagne séparée. Oui. Le risque du chevauchement, c'est l'augmentation des coûts. Et en fait, oui, quand tu veux dire répétition, c'est qu'en gros, tu es dans les audiences, admettons que dans probiotiques, les personnes qui sont dans probiotiques pourraient être dans des audiences, par exemple, où on a ciblé la santé. Et donc, du coup, quand tu as des chevauchements qui peuvent être 10, 15, 20%, ce que dit Facebook, c'est que tu enchéris contre toi-même, et que tu peux augmenter tes coûts. Voilà. C'est de la théorie. Après, il faut vérifier vraiment en pratique et regarder dans l'ad manager les taux de chevauchement et voir si vraiment Facebook se surenchérit contre lui-même. Voilà, un peu technique. Donc vraiment, notre conseil là-dessus sur les campagnes de promo, c'est d'abord de commencer assez agressif, parce qu'on a toujours un peu du mal avec les clients de dire, voilà, au début, on commence très agressivement sur les budgets, et si ça ne marche pas, on diminue. Mais au moins, on n'a pas de regret quand on voit que ça marche très bien les 3-4 premiers jours. On se dit, on aurait peut-être dû investir 50 € de plus, 100 € de plus. Après, ça dépend de vos budgets. Mais parfois, on est un peu déçu quand on ne dépense pas assez.
Voilà, et donc les apprentissages, comme je l'ai dit, c'est devenu un apprentissage, c'est devenu un indispensable sur nos comptes. Et il faut juste faire attention à intégrer des audiences qui ne se chevauchent pas trop avec les audiences des autres campagnes d'acquisition. Est-ce qu'il y a des questions sur la campagne de promotion? Tout est clair? Ok. Alors ce test-là, je pense qu'il va vous intéresser si vous êtes des geeks de la publicité Facebook, non seulement en ligne, mais aussi en présentiel. C'est que Facebook, enfin Meta, a lancé au mois d'août une campagne spéciale pour les e-commerçants qui s'appelle Advantage Plus Shopping. Et la déploie encore aujourd'hui tout doucement sur les comptes publicitaires. Donc il est possible que vous l'ayez déjà, il est aussi possible que vous ne l'ayez pas encore. Donc c'est une campagne, donc si je reprends les mots de Facebook, qui permet aux annonceurs de créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives dans une même campagne. Donc évidemment c'est très intéressant pour les annonceurs parce qu'on se dit on a une seule campagne et on y met toutes nos créas et on laisse Facebook gérer pour nous. Donc d'après leurs fameuses études internes, ils ont eu un CPA plus bas de 12% par rapport à d'autres campagnes. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, comme toujours. Et au niveau du contexte, nous, ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau du contexte, c'est une campagne qui utilise énormément l'intelligence artificielle pour vous permettre de créer toute la campagne, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment rien à faire, si ce n'est mettre un pays, exclure certaines audiences de la campagne et choisir les placements. Et encore, j'ai même un doute, je pense que les placements, on ne doit même pas les choisir. Ensuite, vous devez, comme je vous disais, sélectionner un pays et surtout ajouter des créatifs et des textes à la campagne. Et après, Meta s'occupe de tout pour vous. Une autre fonctionnalité qui est intéressante dans la campagne, c'est qu'il vous permet d'importer directement des publicités qui tournent déjà sur le compte et qui fonctionnent bien. Donc lui-même les identifie en fonction du CPA. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et au niveau de la méthodologie de création, c'est vraiment très simple. C'est vous choisissez l'objectif vente, vous choisissez ensuite Advantage Plus Shopping, vous choisissez un ou plusieurs pays. Ensuite, donc il y a une fonctionnalité qui permet en fait de dire quelles sont les audiences pour lesquelles vous voulez répartir le budget. Et donc par exemple, si vous avez des audiences de vos acheteurs ou de vos visiteurs et vous vous dites « je veux surtout pas que tu dépenses plus de 10% du budget sur ces audiences-là », vous pouvez le faire. Donc c'est un truc qu'on a découvert récemment justement en créant la campagne et qui n'était pas forcément précisé dans leur documentation, en tout cas je pense. On choisit les budgets, les dates de début et de fin, les paramètres d'attribution et surtout, on va importer les publicités que suggère Meta dans la campagne. Donc visuellement, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, je pense qu'on le voit. Et en fait, vous voyez ici qu'on a les fameuses audiences qu'on peut choisir, pas vraiment d'exclure, mais en tout cas de mettre un budget maximum sur lequel investir. Les publicités suggérées, donc vous voyez ici que Meta nous suggère toute une liste de publicités à intégrer à la campagne. Et ensuite, on choisit d'importer une ou plusieurs de ces publicités. Donc on a testé cette campagne-là sur 2 annonceurs actuellement qui étaient chauds de le faire. Donc évidemment, on ne le fait pas sans leur demander. Donc on a un annonceur automobile pour lequel on a testé la campagne. Et là, clairement, elle a bien mieux performé que la campagne d'acquisition historique qu'on a depuis des mois, avec une baisse de 39% du CPA. Et en fait, c'est la campagne qui a finalement remplacé notre campagne d'acquisition principale parce que quand on voit les CPA à 40% plus bas, on se dit on a tout intérêt à continuer à investir de l'argent sur cette campagne-là. Prêt-à-porter, on a testé, c'était, je ne vais pas dire plus mitigé, mais on a eu un CPA équivalent pour cet annonceur. Vous voyez ici que la dépense est de seulement 734 € contre 3600 sur la période analysée. Donc clairement, il n'y a pas assez de budget dépensé pour dire que vraiment elle marche mieux que la campagne d'acquisition principale qui tourne sur le compte depuis, je dirais, des années. Et donc c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais on est déjà content de se dire que ce produit-là qu'ils ont lancé et qui clairement, on ne va pas se le cacher, facilite la vie des annonceurs parce qu'il n'y a rien à faire, mis à part mettre des créas et les couper quand ça ne marche pas. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc on voit que Meta a l'air de proposer un produit intéressant pour les annonceurs qui veulent se simplifier la vie. Comme je vous disais, il faut faire attention, il faut bien exclure les audiences personnalisées. Ça, on l'a su seulement après. Parce que si vous ne les excluez pas, en fait, il va aller chercher 10 clients et des gens qui vous connaissent déjà. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire de l'acquisition, donc attention. Et comme je vous disais, vous mettez juste un budget max sur ces audiences-là. Voilà. Donc au niveau apprentissage, comme je vous le disais, ça donne des résultats, on est content. On pense que c'est de bon augure pour la suite, donc on va essayer de le déployer sur d'autres comptes qu'on a dans l'agence. Et comme je vous disais, heureusement, il est possible d'exclure les audiences de nos clients ou de nos visiteurs parce que ce serait quand même un petit problème de savoir que cette campagne-là peut clairement diffuser de la pub à n'importe qui. Donc heureusement, on peut les exclure. Voilà. Je ne sais pas, il est quelle heure sur le coup 12h17. Je dois terminer pour quand? 5 minutes, ça peut un peu déborder parce que un peu après. Ok. Bon, je pense que celui-là, je vais le passer. C'est sur tout ce qui est intérêt pour vraiment résumer. Vous savez, vous pouvez cibler des intérêts sur Facebook
pouvez cibler n'importe quel intérêt. Et une bonne pratique, c'est de mettre des intérêts qui vont bien ensemble. Donc dire, tiens, par exemple, les robes de mariée, les bagues de fiançailles, le mariage, je le mets ensemble parce que c'est le même thème, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on faisait pour des clients, c'est qu'on avait plusieurs audiences par intérêt, donc certaines qui étaient dans la santé, le télétravail, d'autres qui étaient dans les chaises de bureau, le design. Et en fait, on s'est dit, en fait, ces audiences-là, elles marchent plutôt bien individuellement. Essayons de tout regrouper dans une seule et même audience. Ça fait une audience qui est très large. Est-ce que ça marche mieux? Donc on l'a fait et ça a plutôt bien marché. Donc on mettait des intérêts qui n'avaient rien à voir ensemble. On avait une audience qui faisait plus de 10 millions de personnes, donc autant dire une audience ultra large, donc sur la France. Et on a eu des CPA qui étaient à 49 € pour ce client-là, alors que précédemment on avait plutôt une moyenne à 73 €, donc on était plutôt content. Il y avait 1300 € de dépensés, donc on sait que c'est significatif. Donc ça a bien fonctionné, on était content. Et juste pour vous dire que c'est un test qui peut être intéressant de mettre en place si jamais vous avez trop de problèmes avec les apprentissages sur votre compte et que vous vous dites « Ah, je suis toujours en apprentissage, j'ai trop d'audience », essayez de regrouper un peu le tout et voyez si ça permet de diminuer vos CPA. Voilà, c'était tout par rapport à ça. Celui-là, il est intéressant, le test numéro 6, donc c'est le dernier qu'on va voir ensemble. Et c'est une question qui est récurrente, en tout cas chez nos clients, c'est est-ce qu'il faut plutôt rediriger les utilisateurs vers une page collection avec plein de produits ou vers une page produit directement. Donc, ce qu'on a toujours dit, c'est que idéalement, il faut rediriger vers une page produit, surtout quand on est bas dans le funnel parce qu'on veut raccourcir le parcours d'achat. Mais pour un client, on avait quand même une page, ils avaient créé des pages sur leur site que je trouvais vraiment pas mal, des pages objectifs, donc objectifs santé, muscu, etc. Et ces pages, non seulement elles recensaient pas mal de produits qui permettaient d'atteindre l'objectif, mais aussi des packs. Et en fait, les packs se vendent plutôt bien. Ils étaient bien mis en avant, je trouve, avec un témoignage au-dessus. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas tester pour ce client-là de ne pas rediriger vers la page produit, qui est mis en avant dans la publicité, mais de rediriger vers la page collection, vers la page qu'on appelle objectif. C'était le test de départ. Donc, je remonte pour ceux qui ont un doute là-dessus, les pages collection, c'est des pages où il y a plein de produits, et les pages produits, c'est des pages où il y a un seul produit qu'on peut directement ajouter au panier. Ça, j'en ai déjà parlé, je pense. Donc, oui. Donc, selon nous, la page objectif, elle nous permet de générer un meilleur CPA parce que l'utilisateur pourrait être tenté non seulement par un bundle ou ajouter plusieurs produits. Donc, ça pourrait faire diminuer le coût d'acquisition et aussi peut-être même augmenter le panier moyen d'achat. Donc, on a voulu le tester et comme d'habitude, ce qu'on fait quand on fait un test, c'est qu'on lance une campagne de test. C'est vraiment très important de le comprendre. On lance une campagne séparée pour faire le testing. Et dans cette campagne, on a pris 2 ensembles de publicités, donc même méthode que pour l'autre client dont je vous ai parlé avec les vidéos. Donc on avait 2 ensembles de pubs, 2 audiences larges, et dans ces audiences-là, on a mis 4 publicités. Donc 4 publicités qui avaient plutôt bien marché pour les produits de la gamme santé. Et la seule différence, c'est que dans une des audiences, on avait des redirections vers les pages produits. Donc si par exemple on met en avant un complément en particulier, on renvoie vers la page de complément en question. Et dans l'autre audience, on avait les mêmes publicités, je répète, et on renvoyait vers la page objectif, donc la même page pour tous les produits. Et voilà, donc on a fait le test. Donc là, sur le coup, on a été très surpris. Déjà, franchement, 59 € de CPA pour cette audience, pour la page produit. On était très, très étonnés parce que normalement, on est plus à 25-30 €. Donc, on a quand même dépensé 600 €, donc on se dit que c'est significatif. Et on voit que la campagne qui renvoie vers la page objectif a quand même donné des très bons ROS, 4 de ROS en acquisition, ça c'est plutôt bien, on est content. Et un CPA à 19 € qui est en dessous de la cible des 20 €. Donc là, sur le coup, on s'est dit, CPA 3 fois moins élevé, ROS 2 fois plus important. Pour nous, ça valide en quelque sorte notre hypothèse de départ, comme quoi cette fameuse page objectif, elle fonctionne bien. Après, petite note pour ceux qui veulent rentrer dans la technique, les CTR étaient plus bas pour les publicités qui renvoient vers la page objectif. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient plus bas alors que c'est exactement les mêmes publicités et on avait un meilleur CPA. Ça, c'est la magie de Facebook. On ne sait pas trop parfois comment ça peut s'expliquer, mais voilà, CTR plus bas, malgré que ce soit les mêmes publicités. Et on a en plus de ça un CPA qui est plus bas. Donc, voilà, c'est pas toujours très sensé. Oui. Merci. Ouais. Est-ce que du coup, tu as eu un taux de conversion plus haut, plus bas ou un AOV plus haut? Je n'ai pas vérifié. Merci pour la question. Je n'ai pas vérifié. Il faudrait vraiment qu'on le vérifie. Je vous suggère de le faire après si tu veux. Il n'y a pas de souci. Et une autre question là-dessus. Là, du coup, tu parlais de page par objectif. Est-ce que tu crois que ça marche aussi du coup pour une page collection qui a genre, je sais pas, 10-15 produits? Ouais, il faudrait tester. Enfin, moi, il y a un client qu'on a beaucoup accompagné qui s'appelle Bobby's. On renvoie toujours vers les pages collection. Donc, dès qu'on mettait en avant les sneakers, on renvoie vers les pages collection. Mais je sais qu'en remarketing, ce qu'on faisait à la fin, quand je dis on, c'était plus moi qui gérais le compte, mais on renvoyait vers les pages produits. Donc, admettons en remarketing, je mets en avant une sneakers. Eh bien, je renvoie vers la page du produit
de la sneakers en question. Ce qui me semble le plus logique. Ouais, ok. Donc, à tester. Je pense vraiment qu'il faut le tester, Ok, honnêtement. je vais tester. C'est un bon test à faire. Ça vous demande pas beaucoup de budget. Enfin, si, ça vous demande du budget, mais autant le faire. Comme ça, vous êtes déjà, vous êtes plus convaincu ou non de l'intérêt de faire ça. Je pense que pour chaque compte, c'est différent. Là, c'est des compléments alimentaires. Donc, évidemment, les compléments alimentaires, on en prend un deuxième et ainsi de suite. Donc, je pense renvoyer vers une page objectif, ça fait sens. Une page collection pour des sneakers, par exemple, ça peut être intéressant parce que ça donne du choix. Mais en même temps, je trouve que trop de choix, surtout quand il y a 50 paires, peut-être que ça complique un peu le parcours d'achat. Donc voilà. C'est vraiment selon la situation. Juste, j'ai pas bien compris la différence entre les deux pages. C'est laquelle la page objectif versus la page produit? Pardon? Juste laquelle est laquelle en fait? Tu peux remontrer Oui, alors, en fait, c'est pas pour ce client-là, je précise. Donc la page produit, c'est celle-ci, parce que tu renvoies vraiment vers la sneakers. On voit pas laquelle? Celle de gauche ou droite? Celle de gauche, c'est la page collection. Ok, donc celle qui marchait bien, celle où il y avait directement le ajout au panier, ça? Non, c'est l'autre, c'est la page objectif. Mais c'est pas ce client-là, j'ai mis juste un exemple. Mais en gros, la page objectif était très similaire à celle-ci. Donc tu avais plusieurs compléments et tu avais tout en haut un bundle. Voilà. D'accord, donc on était un peu plus loin dans le funnel d'achat finalement, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Et nous, au départ, on se disait, normalement, les pages collection, ça marche un peu moins bien que les pages produits si on veut vraiment faciliter la conversion. Mais quand on a vu cette page, on s'est dit, cette page est trop intéressante parce que c'est vraiment les produits pour acquérir, enfin pour atteindre un même objectif, santé. Et en plus ça, tu as un bundle qui marche plutôt bien, qui est un des best-sellers de la marque. Il est mis en avant bien en grand. Donc du coup, c'est difficile de rater. Donc admettons que tu vois un multivitamine et que tu vois un bundle qui te propose 3 produits en plus du multivitamine, tu te dis, ah, ça me parle, il y a moins 10%, c'est intéressant. Je vais devoir conclure la présentation, mais je suis content de vos questions. Et pour lancer une campagne de test, je vous expliquerai ça peut-être une prochaine fois. Donc est-ce que vous avez des questions en plus de ça? Oui. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup de budget, qui part de zéro, avec une petite communauté mais très engagée? Ouais. Quels seraient tes conseils? Remarketing pour commencer. Tu commences par du remarketing et tu vois, c'est déjà le remarketing converti sur Facebook Ads. Et après, tu peux, une fois que tu vois ton remarketing qui marche bien, tu vas sûrement voir des publicités qui fonctionnent bien. Donc, tu testes des publicités en remarketing avec un petit budget. Ça peut être 10, 15, 20 euros par jour envers ta communauté. Admettons que tu vois que tu as 2-3 publicités qui fonctionnent bien. Essaye peut-être de les tester en acquisition avec une lookalike de tes engagés ou de tes clients. Si tu as je sais pas si tu as déjà au moins une centaine de clients ou si ce n'est pas encore le cas. Si j'ai déjà vendu 100 produits. Ah bah c'est parfait, si tu as vendu plus de 100 produits, tu peux faire des audiences similaires sur base des acheteurs de ces produits-là. En sachant que les audiences similaires, ça fonctionne bien, plus la source elle est grande en taille et puis elle est qualitative. Donc en gros, beaucoup d'acheteurs et des acheteurs. Et donc du coup, tu peux faire une audience similaire de ça, c'est ce que je voulais te dire, et récupérer tes meilleures publicités en remarketing et les mettre en acquisition. Ok, merci. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner pour démarrer. J'ai 3 questions, mais je pense que Allez. ça sera rapide. La première, c'est justement là, tu parlais de retargeting. Est-ce que du coup, tu fais du retargeting sur tous tes clients? Ah oui, c'est la Et base. ça marche bien? Ça marche pour tous. Je réfléchis là comme ça. J'ai très peu de cas où le remarketing coûte plus cher que l'acquisition. Très peu de cas. Ah ouais? Ouais, Moi, c'est très peu de totalement cas. l'inverse. Ok. Pourquoi vous avez un souci avec ça? Retargeting super cher et pas forcément c'était archi bon, mais on va Alors, retester. ce que je peux dire, c'est que le retargeting, parfois, pour tout ce qui est génération de leads, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais ça marche pas trop bien. Enfin, c'est pas que ça marche trop bien, mais l'acquisition coûte souvent moins cher parce que Facebook, en fait, cherche à diminuer le CPA, donc il va prendre des leads de moins bonne qualité qu'en remarketing. Mais pour les e-commerçants qu'on a en direct to consumer, je suis quasiment certain que c'est que le remarketing qui marche constamment le mieux. Du coup, tu exclus les visiteurs de ta campagne fil rouge? Ouais, j'allais vous dire, fil rouge, on exclut visiteurs, acheteurs, même des campagnes de test, visiteurs, acheteurs, fichiers clients et parfois même interaction. Quand on veut vraiment aller chercher des gens très nouveaux et qu'on se dit, ouais, là, en ce moment, on a l'impression de tourner un peu en rond, on exclut également les interactions. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de stacking intérêt. Est-ce que du Oui. coup, sur ta campagne fil rouge, tu t'es plutôt en intérêt ou en broad? On est en broad souvent. Donc on a souvent broad, audience similaire et stacking d'intérêt. Parce que souvent le broad, tu vois, ça va être souvent de 15, 20 millions, stacking d'intérêt, ça peut être peut-être 5 millions. C'est pour ça que le client que j'ai montré avec le test, on était à 10 millions, mais c'est très rare d'avoir des 10 millions de personnes dans une audience d'intérêt. Donc voilà. Ok. Et dernière question, au niveau des outils d'attribution, est-ce que tu utilises d'autres outils genre Triplewell, etc. Ouais, Triplewell, on le connaît. Et aussi Polar Analytics, je te le conseille, j'ai même eu le fondateur. Polar sur mon- Analytics. Ouais, Ok. pour Shopify. Ok. Pour Shopify et Triplewell, ils sont aussi sur Shopify. Et je réfléchis, c'est un autre outil là-dessus pour les autres. Il y a sont pas sur Northbeam, Shopify. mais peut-être Pardon plus cher. Il y a Northbeam aussi. Ouais, ces deux-là, c'est les plus connus. Ok. Donc Polar Analytics, moi j'aime beaucoup. Je l'ai testé, on me l'a présenté, je conseille vraiment. Il est un peu cher, mais Polar Analytics. Et Triplewell, c'est un peu différent, je pense.
En fait, ça fait fondamentalement la même chose, mais ils ont leur propre pixel, donc c'est encore différent. Ouais, ok, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous, hein, c'était intéressant. Ouais, merci beaucoup, c'était super intéressant. On va devoir du coup conclure, mais un grand merci Danilo, c'était hyper concret. Je pense que Ouais, ça nous a tous intéressés de voir des vrais cas et tout, donc merci beaucoup pour Merci. ton intervention. Avec grand plaisir, ceux qui veulent me retrouver, vous avez mon email, Le ou mon contact. LinkedIn. Bon, il n'y a pas de QR code malheureusement, mais sur LinkedIn, vous tapez mon nom et vous le retrouvez. Merci à tous.